C'est toujours un plaisir de vous retrouver, soyez les bienvenus. Plusieurs chefs d'État effectuent des visites officielles et des visites d'État en vue de créer ou renforcer la coopération entre États, mais surtout apporter le développement. Ici en Côte d'Ivoire, le premier président Félix Houphouët-Boigny avait créé la Coupe nationale du progrès, instrument original de motivation et de développement économique du pays. Quel apporte donc des visites d'État au développement économique des pays africains? Le Talk Afrique de ce jour en parlera et nous recevons M. Kouadio Kwame Alain. Il est consultant en développement. Bienvenue. Merci, M. Ouma. Avec lui en plateau, nous recevons également M. Vamara Kamagate, doctorant en géographie, aussi consultant sur les questions de développement. Bienvenue. Merci, M. Ouma. Alors, on va donc poser les pieds dans le plat. Visite d'État, parfois on parle de visite officielle. Est-ce qu'on fait une lumière sur ça? Effectivement, il y a une différence à apporter entre visite d'État et visite officielle. Mais en ce qui concerne les visites d'État, il faut dire qu'il y a deux types de visites d'État. Il y a les visites d'État qui se font à l'extérieur et les visites d'État qui se font à l'intérieur. Donc, comme on le dit, une visite d'État qui se fait à l'extérieur d'un pays, c'est lorsque le chef de l'État se déplace pour aller dans un pays dans le cadre d'une visite d'amitié ou de travail, ou bien dans le cadre du renforcement des relations diplomatiques ou politiques. Et en ce qui concerne les visites d'État sur le plan local, dans ce cas, le président de la République peut se déplacer, aller voir une région pour s'enquérir de l'état de la région. Cela peut dépendre de l'objectif qu'il vise ou qu'il veut atteindre. Maintenant, pour les visites officielles, là, il y a une légère différence entre ces visites et les visites d'État. Parce que les visites officielles, la différence se fait sentir au niveau de l'ordre protocolaire, au niveau de la distinction. Et généralement, les visites officielles sont effectuées par les chefs de gouvernement, les premiers ministres, les chefs d'institutions. Dans ce cadre-là, les dispositions protocolaires qui sont prévues, qui sont déployées, ne sont pas les mêmes, sont légèrement en dessous que celles accordées à un chef d'État. D'accord. Au cours de l'émission, nous allons voir l'importance d'une visite d'État de façon concrète. Qu'est-ce que ça apporte au développement du pays? M. Vamara Kamagate, nous parlons de visite d'État. Est-ce que de près ou de loin, vous avez déjà, suivi ou assisté à des visites d'État? Quel est le constat que vous avez fait? Comme tantôt M. Kouadio le disait, le constat au niveau des visites d'État, précisément en Côte d'Ivoire, où nous avions eu quand même la chance de participer et d'assister à plusieurs visites d'État, nous constatons que ce qui est remarquable, c'est le déplacement de tout ce qui est institution étatique dans la région qui reçoit la visite d'État, car c'est en interne. C'est un signal fort ou est-ce que c'est opportun pour vous? Bon, pour nous, c'est un signal fort pour peut-être marquer l'autorité de l'État. Sinon, l'opportunité reste à débattre toujours. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qu'on met dans visite d'État? Prenons au plan local d'abord. Un chef d'État africain va à l'intérieur d'une localité pour, dit-on, une visite d'État. Quel est le programme? Qu'est-ce qu'on met dedans? Généralement, lors de ces visites d'État, plusieurs objectifs sont à atteindre. Entre autres, il y a le renforcement de l'autorité de l'État. Vous savez que l'État est une puissance régalienne. Donc l'État se déploie. Et l'État aussi veut consolider l'intégration et l'unité nationale. Et lors des visites d'État, il y a ce qu'on appelle le brassage ethnique, multi-ethnique. Il y a plusieurs ethnies, plusieurs localités qui se retrouvent dans une région. Et on met à l'actif aussi du brassage. Et il y a aussi l'enjeu du développement en termes de création et de développement des infrastructures sociales de base. Parce que quand une visite d'État est organisée, le chef de l'État et toutes les autres institutions se déplacent, ils se déploient. Par moments, des conseils de gouvernement sont tenus, des conseils de ministres, des réunions extraordinaires. Donc du coup, il faut créer, il faut développer des infrastructures, des équipements pour recevoir ce parterre de personnalités. Et c'est ce qui pourrait expliquer l'importance d'une visite d'État sur le plan local. D'accord. On sait qu'il y a des institutions, il y a des ministres, il y a beaucoup de responsables qui peuvent être le bras de l'État ou du chef de l'État dans une région. Est-ce que, long d'un mandat, si un chef d'État n'a pas effectué de visite, est-ce que cela lui est préjudiciable? Autrement dit, est-ce qu'une visite d'État est obligée? Bon, nous dirons que pour cette question, une visite d'État n'est pas obligée, en ce sens qu'il y a plusieurs régions. Il peut arriver que le président, dans son agenda, n'ait pas l'occasion de visiter une région, mais nous avions dit d'entrée de jeu que les autorités de la décentralisation qui font déjà office de représentation du chef de l'État peuvent effectivement recenser les problèmes du bien-être des populations, les besoins des populations et les acheminer. Et dans la programmation, dans le plan de développement
du pays, le gouvernement peut prendre ça en compte depuis déjà Abidjan. Mais la visite d'État, nous constatons que la plupart du temps, comme l'autre le disait, elles sont plus politisées aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va dans une région essayer d'amener les populations à adhérer au projet de l'État, le bien-être qu'on devait leur faire parvenir. Il arrive souvent par le constat que souvent, si c'est les infrastructures, elles sont déjà établies. Le président, lors de son passage, vient simplement inaugurer, ce qui nous fait penser effectivement à la question de l'opportunité. Parce que l'infrastructure étant déjà établie, est-ce qu'il faille forcément effectuer une visite d'État? C'est pourquoi nous disons, ce qui peut-être nous a amené à dire que nous concédons cette visite d'État, c'est vraiment le déplacement du chef de l'autorité de l'État pour aller se frotter à sa population, pour peut-être montrer ici l'État. D'accord. Permettez-moi de oui, allez-y, M. Guadio. Et pour moi, je me pose la question de savoir quelle est l'utilité d'une visite d'État quand on sait qu'on a déployé depuis 1980 une politique de décentralisation. Parce que l'État a conféré plusieurs prérogatives à ses collectivités territoriales décentralisées afin de pouvoir contribuer au développement harmonieux de leur localité. L'État leur a donné des pouvoirs. Mais le hic dans cette question, c'est qu'il y a le principe de l'unicité des caisses de l'État. Aujourd'hui, vous voyez certaines collectivités territoriales qui sont démunies financièrement. Et à part cette contrainte-là, il y a aussi un flou qu'on observe au niveau des tests concernant leurs prérogatives. On nous dit par exemple qu'en Côte d'Ivoire, pour qu'une localité soit érigée en commune, il faut qu'il y ait une viabilité économique, un poids démographique. Mais la viabilité économique, c'est quoi? Comment elle se traduit? Comment elle se traduit? Quel est l'indice qui permet de caractériser une viabilité économique? Qu'est-ce qu'un poids économique? Donc en réalité, moi je me rends compte que la décentralisation est à l'épreuve des visites d'État en Afrique. Parce que, figurez-vous que même il y a des communes qui ont des difficultés à percevoir la quote-part que l'État doit leur octroyer dans le cadre de leurs actions de développement. Mais imaginez-vous la logistique, les moyens financiers qui sont déployés pour une visite d'État, ne serait-ce que d'une semaine. Quand on fait un cumul, peut-être que sur 20 ans, 15 ans, c'est le budget d'une commune. Quelle est la perception des populations qui reçoivent les visites d'État? Le chef de l'État, quand il se déplace en Afrique ici, beaucoup de personnes sont heureuses de le recevoir comme un père qui vient auprès de ses enfants. Il y en a même qui disent « j'ai vu le chef de l'État aujourd'hui, je peux mourir en paix ». Est-ce que c'est suffisant? Parce qu'il y en a qui n'attendent que ça. Ce que nous allons dire un peu ici, au plan sociologique, nous disons que les populations sont en droit d'entendre, de voir la télévision, d'entendre le président à la radio. Pour eux, c'est une fierté de dire aujourd'hui nous avons reçu le président sur nos territoires. Et ça fait partie effectivement de ce que nous appelons aussi la cohésion. Et le président peut ne pas être de tous les groupes ethniques. Il se retrouve dans une zone, nous prenons le cas récent où le président de la Côte d'Ivoire s'est retrouvé dans la Marawi, où ces populations qui, par jeu d'alliance, étaient heureux de recevoir leurs alliés, pour certains, d'autres qui le recevaient parce que nous avons le chef de l'État pour une première fois dans notre zone. Et c'est une joie pour ces populations de recevoir le chef de l'État. À ce niveau, nous pensons que les populations, leur joie est fondée. La joie est fondée. Et lorsque le président arrive, au-delà de tout ce que ça peut engendrer comme fonds pour déplacer tout l'État effectivement dans cette zone, nous disons que quand il arrive, effectivement, il y a des retombées. Pour les populations, ce qui font leur joie. Il y a quelqu'un qui disait que le mal, par exemple, de l'Afrique, c'est l'analphabétisme. Je m'explique. Quand le président de la République arrive dans ces zones et que toute la région pense que ériger notre territoire en département, qui est une sous-préfecture, en département est un fondement du développement, ça fonde leur joie. Et c'est ce que nous avons constaté, par exemple, avec les présentes élections, avec Ouélé et de Goïtafla, en Côte d'Ivoire précisément, qui ont été érigés en département. Et on a vu la liesse populaire qui a suivi cette annonce. Donc voici en fait des fêtes qui amènent les populations à être heureuses de recevoir leur chef. D'accord. Visite d'État, est-ce que ça rime avec développement? Parce qu'on a entendu en Afrique beaucoup de ministres, beaucoup de personnes qui disent le chef de l'État est arrivé chez nous, le développement est arrivé. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Effectivement, les visites d'État sur nos territoires riment avec le mot développement. Avec le mot ou avec le développement? Avec le mot développement, avec même le développement de façon concrète. Puisque si on doit définir le développement, qu'est-ce qu'on dira?
Le développement, c'est une transformation géospatiale, économique, et sur un espace donné. Et cette transformation-là, elle est perceptible à travers l'amélioration sensible des conditions de vie des populations. Comment on peut savoir que les conditions de vie des populations sont améliorées lorsqu'il y a une accessibilité aux hôpitaux, aux écoles, à l'électricité, à la voie la plus proche, etc. Mais quand un chef d'État arrive, il y a une grosse batterie qui est déployée sur le plan logistique, sur le plan équipement, sur le plan infrastructurel. D'entrée dans le jeu, j'ai signifié que par moment, lors des visites d'État, de très grandes réunions sont organisées. Par moment des conseils des ministres, il faut réhabiliter la salle. Donc du coup, ça donne droit à la réhabilitation des résidences des préfets, de leurs bureaux, des grandes salles polyvalentes. Et puisque le président doit arriver, il doit se déplacer de localité en localité, ça donne droit aussi à quelques kilomètres de bitume. Il y a l'électrification qui fait peau neuve. Il y a l'adduction, les services d'eau potable qui sont réhabilités. Donc du coup, sur cet angle-là, on peut dire que les visites d'État riment forcément avec le développement. Par exemple, s'il n'y avait pas de visite d'État, est-ce que c'est le contraire qu'on aurait? Par exemple, le chef de l'État arrive quelque part dans une localité et on a tout ce que vous avez cité. Donc une région qui est privée de visite d'État mandat après mandat, ça veut dire qu'elle restera pauvre, elle restera enclavée, elle restera sans certaines choses. Moi, je ne dirais pas les choses comme ça. Je dirais que la visite d'État, pour moi, c'est quelque chose de schématisé, de programmé. C'est-à-dire le président, il est président de la République, il a la géopolitique à faire avec ses collaborateurs, il cible ses régions. Et je dirais c'est pourquoi les gens disaient que le président actuel de la Côte d'Ivoire, par exemple, dit qu'il a visité les 31 régions. 31 régions ouais. Et avec ses collaborateurs, nous avons constaté qu'à chaque sortie, il y a un collaborateur qui est fils de la région. Et quand il arrive, il y a toujours la promotion ici du politique qui est là. Donc pour moi, les choses sont déjà faites en amont, c'est-à-dire programmées. On se dit le bien-être des populations, il faut, comme M. Alleux le disait, les infrastructures, les hôpitaux, les écoles, l'électricité, tout ce qu'il faut. Mais pour moi, c'est programmé à la fin pour une récupération politique. Là, lorsque le chef viendra, il va inaugurer, il va lancer le projet, on dira, le chef nous a apporté le développement. Donc pour moi, c'est vraiment politique. Sinon, lorsque le chef de l'État ne se rend pas dans une région, pour moi, ces programmations sont faites en réalité. C'est-à-dire qu'il y a un plan de développement national qui dit que dans telle zone, nous avons besoin d'une école de proximité à faire. Et le chef n'est pas toujours arrivé, mais ça a été fait. Mais pour le cas échéant, nous disons que c'est fait vraiment avec un calcul. D'accord, un calcul. Parlons des visites d'État cette fois-ci à l'extérieur, dans un pays ami, dans un pays collaborateur. Quels sont les enjeux? Les enjeux sont très stratégiques, les enjeux sont très importants. Les enjeux sont diplomatiques, sont économiques et sont au niveau du renforcement des capacités. Et au niveau diplomatique, l'enjeu consiste au renforcement des liens d'amitié, de solidarité et de travail entre la Côte d'Ivoire et les autres pays. Au niveau économique, il y a aussi le renforcement des accords de partenariat économique, les accords bilatéraux, les signatures de contrats, les accords de convention. Sur le plan de la coopération, on voit qu'il y a une certaine coopération qui est développée entre l'administration ivoirienne et les autres administrations occidentales dans le renforcement des capacités de certains hauts fonctionnaires, de certains grands fonctionnaires. Et voici un peu les enjeux qui concernent les visites d'État qui s'effectuent au niveau de l'extérieur. Monsieur Amara, vous avez un additif sur ça? Bon, à ce niveau, pour les visites d'État à l'extérieur, j'ai envie de dire pour les pays africains, le conseil il est là aussi. On va au-delà de coopération commerciale et autres, nous allons pour aussi prendre conseil. Ça, c'est la réalité que nous vivons. Lorsque l'Afrique est confrontée à plusieurs difficultés, de tous autres d'ailleurs, lorsque nous parlons par exemple du terrorisme aujourd'hui en Afrique, il faut dire que pour la gestion de tous ces phénomènes, il faut aller vers l'Occident pour trouver les voies et moyens pour solutionner ces différents problèmes. L'Occident qui a certainement de l'expérience. De l'expérience dans ces domaines. Voilà. D'accord. Allons poursuivre notre émission, toujours sur les visites d'État à l'intérieur et à l'extérieur. Voyons ensemble les difficultés que rencontrent ces visites d'État ou ces difficultés que constituent ces visites d'État avec toute une artillerie de personnes, avec un groupe de personnes qui accompagnent les chefs d'État à l'intérieur et même à l'extérieur. Vous le disiez tout à l'heure, c'est un monde fou, c'est un grand budget qui est en grand jeu. Quel est votre avis sur ça? Bon, mon avis sur la question en ce qui concerne les visites d'État sur le plan local, mon avis il est très clair. On aurait pu donner la chance
aux collectivités territoriales de se prendre en charge. Parce que quand on a érigé certaines localités en commune, on a fait des tests, on leur a confié certaines prérogatives et qu'on se rend compte qu'il y a un principe de l'unicité des caisses de l'État et que la plupart des finances des différentes collectivités territoriales sont contrôlées par l'État. Parce que l'État envoie un spécialiste des finances qui est nommé par l'État, qui est formé à l'ENA, qui contrôle et qui gère l'aspect budgétaire. Vous voyez que c'est compliqué. Mais on se rend compte que quand il y a une visite d'État, il y a une grosse batterie qui est déployée sur le plan finance. On se posait même la question de savoir donc, quel est le rôle de nos collectivités territoriales. Est-ce que la décentralisation n'est pas à l'épreuve des visites d'État sous-tropiques? Ça, c'est une autre question. Est-ce que la décentralisation ou déconcentration, est-ce que ça marche véritablement? Ou qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche? Bon, la décentralisation en Côte d'Ivoire, en termes de bilan, je pourrais dire qu'il est mitigé parce que la décentralisation a eu quelques avantages, eu égard à la création de certains emplois, au rapprochement des populations, des administrés. Ce sont quelques avantages que peut mettre à l'actif de la décentralisation, mais les inconvénients sont nombreux parce que ça aboutit à un émiettement territorial. Parce qu'on ne découpe pas un territoire parce qu'il faut le découper. Il faut rendre un territoire autonome à cause de ses richesses financières, à cause de ses richesses naturelles, à cause de ses richesses humaines. Bon, quand on a un petit territoire qui n'a même pas d'activité économique, bon, comment est-ce que la mairie va prélever des taxes pour pouvoir conduire des projets de développement? Qui devra faire ce travail si ce n'est... Mais le problème, c'est que ces localités-là sont très petites. Elles ne sont pas viables économiquement pour être érigées en commune. Parce que quand on dit qu'une localité est érigée en commune, ça veut dire qu'elle a une autonomie financière. Mais en Côte d'Ivoire, il n'y a que 2 communes qui jouissent d'une autonomie financière. La commune de Yopougon et celle de Cocody. Les autres communes reçoivent des subventions de l'État. Vous voyez que c'est compliqué. Il y a certaines communes même qui, quand elles ne reçoivent pas les subventions de l'État, ne peuvent pas fonctionner. Et dans l'une de nos enquêtes, de nos travaux de terrain, nous sommes allés au nord de la Côte d'Ivoire. Et quand on prend un budget d'une commune dont je décide de taire le nom, 65% du budget est constitué de salaires et de gestion des tâches afférentes. Mais c'est aberrant. Ça constitue une hécatombe. Donc cette commune est obligée d'attendre les subventions de l'État qui ne viennent pas à temps. Elles ne viennent pas à temps. Donc pendant ce temps, comment on fait, comment on conduit le projet. Et puis une autre plaie aussi, comme on appelle, de la décentralisation, c'est l'unicité des caisses de l'État. L'État dit qu'il fait confiance à des collectivités territoriales, mais l'État ne leur fait pas confiance sur l'aspect financier. Regardez en Europe, on a copié la décentralisation sur la France. Mais en France, toutes les richesses, toutes les ressources qui sont sur le territoire d'une commune sont administrées par la commune. Donc, autrement dit, si on veut copier ce modèle-là, la gestion du port autonome d'Abidjan devait être gérée par la mairie de Treichville. Ce qui n'est pas le cas. À Marseille, le port de Marseille est géré par la commune. D'accord, quand vous regardez au plan africain, sans prendre forcément le cas typique de la Côte d'Ivoire, si vous devriez faire un bref bilan des retombées des visites d'État sur les États eux-mêmes, sur les différents pays, au plan économique, au plan social, qu'est-ce que vous direz, M. Vamara? Au niveau des visites d'État, au niveau de l'Afrique, moi je dirais qu'il a des retombées quand même positives. En ce sens que lorsque le chef de l'État, comme je l'ai dit au début, il arrive, il y a la réalisation quand même des infrastructures, et l'apport d'équipements pour le bien-être des populations. À ce niveau, pour moi, c'est sans embâche. Les visites d'État ont apporté au niveau social, au niveau économique, un impact. Je prends le cas des visites d'État où, au niveau du commerce, la région, pour un temps soit peu, devient une région commerciale, devient viable. Les hôtels sont occupés, les commerces, les petits commerces, tout ce qui tourne autour des petits commerces, la restauration et autres marchent, ne serait-ce que dans cette période qui fait quand même gagner un plus aux populations. Donc à ce niveau, je dirais que les visites d'État ont un apport considérable dans le développement, surtout que le politique lui-même déjà a planifié le développement des infrastructures aux inaugurations et autres à sa venue. Donc s'il ne vient pas, il n'est pas évident qu'il puisse, comme on appelle, réaliser toutes ces infrastructures du coup. Donc pour moi, les deux vont de pair. C'est le politique qui gère alors le développement au niveau de l'Afrique. D'accord. Ici en Côte d'Ivoire, on a vu qu'avec l'actuel chef de l'État, les 31 régions ont été visitées, des préoccupations ont été prises en compte et on a vu de façon pratique ce qui a été apporté. Dans d'autres pays de la sous-région, les réalités ne sont pas les mêmes. Ça veut dire que des localités qui n'ont
peut-être pas été visités pendant une très très longue période, ont été lésés. Effectivement. Si le chef de l'État en se déplaçant vient avec un certain nombre de choses, qu'est-ce qu'il faudrait donc améliorer dans ces visites d'État en Afrique, justement pour qu'elles apportent ce qu'elles devraient? Moi, je pense que ces visites d'État devaient être départies du politique. C'est-à-dire, on doit aller vers les populations. Parce qu'on a reçu un mandat que cette population nous a conféré, nous a donné. Et en retour, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit leur donner le développement, en facilitant les conditions de vie, en leur donnant des écoles, des hôpitaux, de l'eau courante, de l'électricité, en leur permettant de pouvoir s'auto-gérer à partir des ressources naturelles qui s'y trouvent. Je pense que c'est ce qu'il toutes les réalisations seront à l'actif, bien entendu, de celui qui l'a exécuté. Oui, mais comment départir cela de la récupération politique, par exemple? Non, mais comment départir cela de la récupération politique? C'est très simple. Mais aller faire des visites d'État à des dates très éloignées des échéances électorales. C'est aussi simple que ça. Et puis éviter un peu la connotation politique. Par moments, on entend des discours qui sont effectués, même lors des visites d'État. Bon, je pense que c'est un peu plus politique. D'accord. Visite d'État, chef d'État à l'intérieur d'un pays, à l'extérieur du pays, mais parfois, on reçoit également à l'intérieur d'un pays un chef d'État d'un pays ami. Qu'est-ce que ça peut apporter? Quels sont les enjeux d'une telle visite aussi? Les enjeux d'une telle visite, déjà, c'est au niveau, je dirais, dans un gros ensemble, je dirais l'Afrique. Lorsque déjà les pays africains, les chefs d'État se rendent visite, déjà, ça essaie ici déjà de montrer que l'Afrique cherche déjà à s'être connectée, à résoudre certains problèmes ensemble. Comme le disait Alain, au niveau du commerce intérieur, même si au niveau mondial, le pourcentage n'est pas encore élevé, il est question de forger déjà l'Afrique, de se mettre ensemble, former un grand bloc. Je crois bien que l'échange entre les différents présidents a son poids dans ce domaine. C'est la même question? Oui, moi je pense que c'est l'aspect plus économique. Parce que quand on prend les pays de l'espace CEDEAO, on voit qu'on peut se déplacer sans visa, aller au Mali, au Burkina, dans les pays de l'espace UEMOA. C'est l'un des fruits de la coopération. Et je pense qu'à ce niveau aussi, les barrières douanières ont été levées. Donc il y a un mécanisme qui est mis en place. Et ce mécanisme est le fruit de la coopération. Ce mécanisme est le fruit des visites d'État. Quand, par exemple, on sait que la Côte d'Ivoire est un pays qui a une débouchée maritime, qui a 2 ports internationaux, et les pays comme le Burkina, le Mali qui exploitent nos ports parce qu'elles exportent des marchandises, elles importent aussi. Donc la Côte d'Ivoire devient un enjeu économique très stratégique pour eux. Donc c'est normal que les chefs d'État se déplacent pour venir nourrir des accords de partenariat économique visant à faciliter ou à fluidifier leur économie. D'accord, la dernière question, nous tendons vers la fin de l'émission. On parlait de stratégie par rapport aux visites d'État, un chef d'État. Nous sommes dans une période électorale pour pratiquement la sous-région. Comment les États choisissent, on dira, d'autres États dans lesquels ils effectuent une visite d'État? Parce qu'il y a des collaborations qui existent depuis de longues années et parfois certains viennent, ils étendent leurs limites. Comment, de façon stratégique, on doit faire ce choix-là? De collaborer avec un tel et peut-être ne pas collaborer avec un autre, M. Amara. Au niveau de la collaboration, il y a quand même plusieurs aspects qui guident les chefs d'État. Je prends le cas, par exemple, qui est aujourd'hui plus fréquent, c'est-à-dire quand on parle de terrorisme, où les pays qui ont le problème en commun se retrouvent là facilement pour ensemble collaborer pour combattre le terrorisme. Maintenant, quand on est en période électorale, il y a forcément des pays amis. Vous pouvez avoir un pays qui conteste votre manière de faire. Vous n'allez jamais choisir ce pays comme ami. Et lorsqu'il y a des problèmes, on cherche qui peut être facilitateur, qui peut venir nous aider. Je crois bien que c'est là les pays, les présidents prennent tous ces contours et puis bon, les pays amis sont indiqués, surtout en période électorale. Sinon, lorsqu'il s'agit d'une période courante, je me dis il n'y a pas de choix, il faut aller vers tout le monde, pourvu que ça puisse faciliter le développement, puis que ça puisse faciliter le brassage et l'entente dans la sous-région. D'accord, sur la même question en 30 secondes pour conclure. Moi, j'abonde dans le même sens que lui, mais je vais renchérir pour dire qu'une visite d'État est fondée sur l'intérêt qui prévaut dans la situation du moment. Si c'est par exemple dans le cas du terrorisme, comme il a dit, on sait que la Côte d'Ivoire fait frontière avec 2 grands pays qui sont sahéliens, le Burkina et le Mali. Le Mali est un pays très vaste.
Donc si le Mali et le Burkina sont touchés, la Côte d'Ivoire, ça va être vulnérable. Donc il est important pour nos chefs d'État de côtoyer les grandes puissances qui ont une expérience en matière de gestion de conflits, gestion de terrorisme, bénéficier de l'appui logistique, sécuritaire et financier pour pouvoir former nos autorités. Monsieur Alain Merci. Wadio, merci Je vous en prie. d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Je rappelle que vous êtes consultant sur les questions de développement et avec nous également monsieur Vamara Kamagaté, doctorant en géographie, également consultant sur les questions de développement. Avec vous, messieurs, nous avons parlé des visites d'État en Afrique. Nous avons donc vu les différents enjeux. C'est ici qu'on s'arrête et c'est justement la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes.